pour participer au séminaire des pasteurs. Le thème, c'est oindre pour vaincre. Merci beaucoup et bien de choses à tous ceux qui sont avec vous et surtout votre staff de communication. Merci. Fatou Koulibaly, on va passer le premier élément que l'on a tourné au Mali grâce à nos partenaires sur place concernant le secteur informel. Vous allez remarquer qu'il s'agit d'une question d'information concernant la désorganisation ou encore le statut d'acteurs ou d'artisans du secteur informel. Est-ce que vous avez une entreprise? Oui, j'avais une entreprise parce que je vends des chaussures. Oui, je n'ai pas d'entreprise ici. Je suis un petit commerçant qui se promène. Je n'ai rien pour quelque chose. Bon, oui, comme je suis un commerçant, quoi. Je suis un commerçant. Entreprise, c'est beaucoup. Je suis commerçant. Je vends les motos. Je suis vendeur de motos. Je crois que j'ai une entreprise parce que je vends les motos. Votre entreprise est enregistrée? Non, ce n'est pas enregistré. Pourquoi elle n'est pas enregistrée? Parce que je ne connais pas. Bon, moi, mon entreprise n'est pas encore enregistrée. Non, c'est pas enregistré. Je n'ai pas enregistré. Je n'ai pas enregistré parce que je suis là avec le fatigue, avec tout ça. Je n'ai pas enregistré, s'il vous plaît. Ouais, notre activité, je peux dire que c'est plus ou moins enregistré, ouais. Où? Bon, c'est à la mairie parce que nous sommes là. La mairie nous voit quand même. Connais-tu le registre du commerce? Le registre? Pas du tout. Le registre du commerce, je connais, mais je n'ai pas pris moi. Ici, on le dans le marché par la sauvette. On n'a pas le droit de prendre le registre du commerce. Bon, on ne vient pas nous demander aussi. Le régime du commerce. Bon, oui, je connais le régime du commerce. C'est quoi le registre du commerce? Le régime du commerce, c'est-à-dire c'est l'ensemble, là où on vend les marchandises. Et l'ensemble des commerçants, là où ils se retrouvent, comme le marché. Le registre du commerce. Bon, le registre du commerce. Le registre du commerce, non. Non. Est-ce que tu payes les impôts? Non, je ne paye pas les impôts, mais je paye la mairie. La mairie? Oui, je paye la mairie 100 francs par journée. Non, je ne paye pas les impôts pour le commerce. Les impôts pour le familial, quand même, je paye. Mais pour le commerce, là, je ne paye pas. C'est quoi les impôts pour la famille? L'impôt pour la famille, c'est pour la famille au village. C'est ça. Avec l'impôt de commerce, là, ce n'est pas la même chose, je crois. Donc l'impôt que tu payes à la mairie, là, c'est quel impôt? C'est droit de marché. On paye 100 francs par jour pour le ticket. Les impôts? Si, souvent, je peux dire que je paye toujours 100 francs. Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi de l'impôt. Oh, oui. Vous payez ça à qui? Nous payons à la mairie. Je ne connais pas ça même. On se promène, on ne paye pas des impôts. Est-ce que tu as une assurance santé? L'assurance santé, non. C'est quoi l'assurance santé? L'assurance santé, c'est pour préserver ta santé en cas de crise. Par exemple, l'État vous s'en charge pour pouvoir dédommager. C'est ça. Assurance santé, non. Je n'ai pas eu l'assurance santé. Est-ce que tu connais l'assurance santé? L'assurance santé, non, je ne connais pas tellement, franchement dire. Non, franchement, moi, je n'ai pas ça d'abord. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire l'assurance santé? Je le sais, mais je n'ai pas pris ça d'abord. Non, je n'ai pas d'assurance. Si tu tombes malade là, qui va payer pour tes frais médicaux? L'ordonnance, c'est moi-même qui va payer. Oui, c'est moi qui paie mes médicaments. Oui, c'est moi qui paie les médicaments. Je me débrouille pour payer avec les parents que je suis avec. Si je suis malade, c'est moi qui paye. Moi-même. Est-ce que vous avez une assurance retraite?
Non, on n'en a pas ça. Parce qu'on ignore ça. Non, il n'y a pas d'assurance de retraite. Je n'ai pas d'assurance parce que je n'ai rien dans la famille, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ah non, je n'ai pas d'assurance de retraite. Non. Hein? Non. Assurance de retraite. Oui, mais pas maintenant. D'accord. Ok, et il ressort de cet élément que on est dans le flou. Hein. Il s'agit d'acteurs qui engrangent beaucoup d'argent. Quotidiennement, il y a des moyens, mais l'information soit ne passe pas, soit n'est pas connue. Et les 100 francs sur les marchés, bon, ça c'est le cas de Bamako, c'est le cas du Mali, mais chaque commune a par exemple ces taxes. Ça s'avère un peu avilisant pour les acteurs du secteur informel dans la mesure où, lorsqu'on leur demande en plus de ça d'aller se faire recenser ou encore d'aller déclarer leurs activités, ils voient en ça des charges supplémentaires. Oui, on en parlait hier, on a dit que c'est le manque d'information. Déjà, pour les acteurs du secteur informel, déjà ils payent des patentes qui est une forme d'impôt, ils payent les tickets à 100 francs comme ils le disent, ils payent encore l'occupation d'espace du domaine public. ODP dans certaines communes. Voilà. Donc quand on vient leur parler de se mettre encore dans une histoire d'impôt, pour eux, c'est encore de l'escroquerie. Parce qu'ils se disent déjà tout ce qu'on paye comme petite taxe, ils ne savent pas où ça part et ça sert à quoi. Du coup, aujourd'hui, cette information-là, ça fait partie des clés, en fait, pour rendre le secteur informel formel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait que l'État, aujourd'hui, crée un certain lien de confiance avec déjà les acteurs du secteur informel. Ça part de la communication. Il y a d'autres clés que je pourrais proposer au fur et à mesure qu'on parle. Par exemple... D'accord, oui. Par exemple? Par exemple, la formation. Déjà, quand le secteur informel va se rendre compte que l'État se soucie de leur situation, à partir de ce moment, eux en retour, vont s'intéresser à vouloir se mettre dans la légalité. Déjà, il faut faire de la formation, parce que dans le secteur informel, ils ont un gros problème de comptabilité. Et souvent, je vais expliquer ça plus simplement, souvent, le prix d'achat, ils n'ont pas le prix d'achat. Souvent, ils vendent à perte parce que quand ils vont acheter, ils ne prennent pas en charge, par exemple, le transport. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. En fait, il y a du détail dans la comptabilité qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui fait qu'ils finissent très souvent très endettés ou bien ils finissent... c'est pourquoi on dit que le secteur informel a une durée de vie de 7 ans. De 7 ans, généralement. D'accord. On va aller à Angers, c'est alarmant. Hein. Tout à l'heure, on va faire le détail. Mademoiselle Doumbia est avec nous. Doumbia, vous êtes là? Allô? Allô, Doumbia? Oui. Bonjour, bienvenue sur On garde le contact. Alors, oui, allô, je vous écoute. Votre contribution, est-ce que vous croyez que le passage du secteur informel vers la légalité peut se faire aisément et comment? D'abord, je voudrais dire quelque chose. Tout passage d'un point A à un point B ne peut pas se faire facilement. Espérer que tout le monde suive l'État, espérer que tout le monde soit remue la tête et puis suivre l'État, disent bon, bientôt on va commencer à payer les impôts, on va commencer à faire tout en règle, on va payer les assurances, santé, on va aller se déclarer à la CNPS, ainsi de suite. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se blaguer. Les gens ne sont pas allés à l'école, les gens ne sont pas informés, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Tu dis à quelqu'un, il faut aller te déclarer à la CNPS, tu vas te dire, chaque fin du mois, il y a parti de donner mes 10 000, pourquoi? Oui, mes 2 000 francs, pourquoi? Donc, en amont, il faut sensibiliser, selon vous. En amont, il faut déjà rendre clair les différentes notions. Bien sûr, il faut leur expliquer. Parce que même celui qui est parti à l'école, ceux qui sont partis à l'école, ce n'est même pas tous ceux qui payent les impôts. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas partis. Ceux qui ne sont pas sensibilisés. On parle de présenter ça dans leur intérêt. Je veux dire que pour que leur activité prospère, il faut absolument qu'ils soient dans une certaine logique. Voilà, dans la légalité, il faut leur expliquer. C'est comme la sensibilisation contre le sida. C'est comme un virus. Il faut le traiter comme tel. Maintenant, il ne faut pas forcément suivre la manière européenne, expliquer-leur
Parce que nous sommes des Africains, comme l'autre le dit, il faut expliquer dans nos différentes langues, faire comprendre à nos parents qu'il y a des manières de faire pour que le pays puisse avancer. D'accord. Mais on va pas imposer, on ne va pas prendre la manière répressive, tu ne payes pas tes impôts, on t'attaque, on ferme ton magasin. Ouais. Mais c'est pour Il ça. va partir ouvrir un autre magasin. C'est pour cette raison que ça s'appelle impôt. C'est imposé. Hein? D'accord. Ouais, mais même si c'est imposé, il faut trouver une formule. Merci beaucoup. Bien des choses à ceux qui sont avec vous et qui suivent ce programme. Seydina, est-ce que l'enchaînement de tout ça complique l'équation selon vous? Parce que l'élément qu'on vient de voir, on sent qu'il y a beaucoup de cases vides. La demoiselle, tout de suite, elle vient de soulever un problème qui n'est pas un petit problème parce que ce n'est pas aisé de faire comprendre aux uns aux autres que vraiment, si vous sortez de l'argent, vous allez en gagner. Bien sûr. Alors, est-ce que ça complique l'équation? Est-ce qu'on va rester dans ce secteur-là comme ça, qui va rester un secteur dans lequel il y a du monde, des compétences, de l'intelligence et qui ne va pas servir à toute la collectivité? Pour ma part, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est-à-dire que ce secteur offre des idées. Ce secteur offre des idées. C'est que je reviens toujours avec mon problème de théorie, hein, parce qu'on ne peut pas se développer sans théorie. La théorie aussi ne peut pas se faire en dehors des réalités que nous vivons. Voilà. Donc, c'est un secteur qui offre beaucoup d'idées, non seulement à l'État, mais aussi à des entrepreneurs. Parce que vous voyez, c'est un secteur où il n'y a pas de couverture sociale, comme on le dit, où il n'y a pas comment on appelle ça, de prévoyance de retraite, où il n'y a pas de... où l'ignorance existe, entre guillemets. Donc, je pense que l'État pouvait, à partir de là, à partir de ces structures, créer des théories qui vont vers ces personnes-là et créer un civisme. Un civisme, parce que le civisme n'est pas forcément occidental, le civisme aussi est africain. Donc, on a du civisme ici pour pouvoir nous éduquer les gens par rapport à ce que c'est que les impôts, éduquer les gens par rapport à ce que la contribution, quand ils payent les impôts, qu'est-ce que ça peut contribuer à faire quoi par rapport à la société, par rapport au pays, par rapport à leur environnement, par rapport à tout ça. Alors donc, tant qu'on ne va pas arriver à ce genre de trucs, on trouvera ce secteur comme un secteur dangereux. Comme ce que le pasteur vient de dire. Ce n'est pas un secteur dangereux en tant que tel. C'est un secteur qui offre des idées. Qui offre de l'emploi. Voilà. Vous allez intervenir tout à l'heure. Nous allons à Bobo retrouver M. Fofana. Fofana est avec nous. M. Fofana. D'accord, le temps qu'il soit en connexion avec nous. Diop. Donc moi je parle toujours dans le cadre de l'encadrement. En fait, dans les clés, quand je parle de gestion, il faut pouvoir aussi créer des structures pour le suivi de projets. Il faut qu'ils se sentent concernés. Et en parlant de couverture sociale, moi je pense que c'est là que plusieurs ministères doivent intervenir. Le ministère de la promotion de la femme, le ministère de la santé. Parce que dans le secteur informel, il faudrait qu'on puisse les regrouper en mutuelles. De telle sorte que ces mutuelles-là va leur permettre de pouvoir s'assurer. L'expérience a été faite au Togo où l'inscription à cette mutuelle-là coûtait 1 200 francs et 350 francs par mois. Donc ça permettait de prendre les gens du secteur informel, souvent quand ils sont malades, au moins à 50 à 60% de prise en charge. Moi je souhaitais ton idée, mais je souhaitais que ce soit plutôt des privés qui le fassent, plutôt des privés qui le fassent par rapport au ministère. Parce que les privés, en le faisant, peuvent aussi créer des emplois. Parce que pour qu'on se développe, à chaque étape, il faut qu'on crée des emplois. Déjà, ce que je suis en train de... Je suis d'accord avec toi, hein, voilà, mais je souhaite que ça soit des privés, de confiance, parce puissent, que ce cheminement va nous amener à rendre... Parce que à partir du moment où ils vont comprendre que l'État s'occupe d'eux, que l'État essaie de les sortir de là, à partir de ce moment, on peut communiquer pour dire, écoutez, voilà la procédure pour sortir de l'informel, pour atteindre le formel. Voilà. Parce que le véritable problème après la formation, après la communication, après la précarité de l'informel, il y a le financement. Parce qu'aucune banque ne fait confiance au secteur informel. Donc, aucune banque, ils sont financés à zéro. C'est pourquoi ces entrepreneurs, en guillemets, ne résistent pas longtemps. Donc, aujourd'hui, il faut que... Excusez-moi, ce que je vais te dire, c'est-à-dire que quand tu n'es pas trop dans ce milieu,
tu ne penses pas que l'argent circule dans ce milieu-là? Parce qu'il y a deux choses que tu as dit, que j'aimerais revenir un peu là-dessus. C'est des gens qui sont très forts dans la gestion. C'est des gens qui sont très forts dans la gestion. Si. C'est des gens qui sont très forts dans la gestion. C'est des gens même, je te le dis, qu'il y a des banques qui leur font confiance plus que d'autres personnes. Non, ça c'est clair, parce que ça existe. Ça existe. Non, ces études, laissez les études à côté. Les études, c'est pour les experts qui font des études, qui font des études. Souvent, entre guillemets, les solutions ne sont pas souvent appliquées. Et puis, il y a des réalités qui sont là. Bon, écoute, ce problème-là, il ne faudrait pas qu'on pense que les États africains ne travaillent pas dessus. Non, je n'ai pas dit que les États ne travaillent pas dessus. Il y a plusieurs exemples sur les États de l'UEMOA. Ils sont plus, parce que tout le monde est unanime là-dessus, que ce secteur-là peut participer à l'émergence. Mais il ne peut pas être un secteur individualiste. Il faut pouvoir le rendre rentable pour nos communautés. Bien sûr. Voilà. Et je veux dire l'administration. Oui, bien sûr. Patrick, sur la toile, le temps que le téléphone soit prêt. Okay. Nous avons la réaction de Irène Waongo qui nous donne un regard un peu plus technique sur la question. Elle nous dit, moi je pense que le secteur informel constitue un enjeu de développement majeur en Afrique et face à l'accroissement de sa taille, il est grand temps qu'une nouvelle approche soit adoptée. Celle-ci doit se départir à la fois de la répression des travailleurs du secteur et aussi de l'assistance qui leur est accordée pour se focaliser sur les stratégies de création d'emplois et de formation professionnelle. La mise en œuvre de telles stratégies conduira au rétrécissement de ce secteur sans aucune politique ciblée ne soit nécessaire. Il y va de la capacité de l'État à disposer des ressources fiscales suffisantes pour répondre aux énormes défis de développement qui se posent. Kobenan Yao Bita nous dit tout ce qui est formel a nécessité au préalable une organisation minimale. Pour mener donc un secteur informel à être formel, il faut que les acteurs s'identifient, se rassemblent et s'organisent. Une fois que cela est fait, il est plus facile de voir les autorités du pays avec des propositions de textes de réglementation. L'État, à ce moment-là, aura plus de latitude à formaliser cette activité ou ce secteur en question. Tant que les acteurs eux-mêmes ne s'accordent pas, c'est quasi impossible pour que l'État puisse leur venir en aide. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait un pont, un lien entre ces secteurs dans lesquels il y a des idées, comme vous avez dit, il y a des moyens, un pont entre ces secteurs et l'administration et la légalité pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour sortir les secteurs également de sa solitude entre griffes. Oui, parce que je voulais venir à Cézina. Parce que dans le secteur informel, en réalité, les unités de production à domicile et les vendeurs à la sauvette font 45%. C'est-à-dire c'est eux les majoritaires. Ce n'est pas les gros importateurs qui ne sont pas dans la légalité, qui sont forcément le truc informel. Voilà. Aujourd'hui, c'est la majorité, on voit. Aujourd'hui, moi je pense que déjà, quand on parle de mutuelle, ça veut dire déjà qu'on essaie de le mettre par groupe et par secteur. Même dans l'achat des produits en gros, ça les arrange. C'est-à-dire c'est une manière de les aider. S'ils se mettent en groupe, ils ont des représentants. Même en groupe encore, après la formation, on dira, si vous venez vous former à gérer votre business, en retour, on va financer votre business. Parce que c'est ce qu'il faut mettre. Aujourd'hui, pourquoi le secteur informel se développe? Parce que ces personnes se disent que nous sommes les laissés pour compte. Et je n'aurai de compte à rendre à personne. Voilà, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et quand lui, il pense qu'il a raison dans sa position, parce qu'il se dit que si l'État ne m'aide pas, que moi j'ai réussi à m'en sortir, donc ils n'ont pas le droit de me demander de reverser. Non, peut-être qu'aujourd'hui, nous, on ne pense pas comme ça. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Ça se développe parce que c'est un secteur comment on appelle ça, qui rentabilise beaucoup de choses. Parce que si le Bureau international du travail reconnaît la rentabilité de ce secteur, si la Banque mondiale, les FMI reconnaissent la rentabilité de ce secteur, c'est que les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent ils viennent là-bas parce que quand je parle de développement, je ne parle pas du secteur informel en tant que tel. Je parle du développement de fuir les fiscalités. Parce qu'en réalité, s'ils fuient les fiscalités, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont laissés pour compte. Et aujourd'hui, ils ne viennent pas forcément dans l'intention de fuir les fiscalité. C'est discutable. On va aller en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un modèle ici en matière de développement et aussi l'économie sud-africaine est une économie qui n'est pas une économie de, je vais dire, de dernier
de dernier rang. C'est une économie qui est une référence ici en Afrique. Et là-bas, le secteur informel pose problème, comme vous le faites remarquer ici sur ce plateau, au point que l'État vraiment souhaiterait regarder ça se développer et les théories vont suivre. Surtout, éviter la répression. Un problème qui touche l'ensemble du continent africain auquel est confrontée l'Afrique du Sud. Une part entière de l'activité économique de ce pays est réalisée sans contrôle, sans reconnaissance officielle ni taxe. Dénommé économie informelle, ce secteur principalement constitué par les marchands de rue et les ouvriers du bâtiment concerne 6 millions de personnes en Afrique du Sud. C'est 7 à 8% de l'activité économique dans ce pays. Pour les autorités, ce travail non déclaré est bien sûr un problème, mais le secteur informel est d'abord le reflet des insuffisances de l'économie légale. En Afrique du Sud, le taux de chômage frôle les 25%. La solution ne peut donc pas être uniquement dans la répression. La conséquence politique que l'on a pu voir ces dernières années avec la suppression du marché illégal en Tunisie, c'est la révolution du jasmin dans les pays arabes. Et cela s'est répandu dans le Moyen-Orient et a mené au renversement du régime de ces pays. C'est donc l'ambivalence qui prévaut du côté des pouvoirs publics, comme d'ailleurs des organisations syndicales. La COSATU, le principal syndicat d'Afrique du Sud, joue ainsi la carte de la solidarité avec les travailleurs du secteur informel. L'organisation préfère d'ailleurs parler de travailleurs vulnérables, réclamant la mise en place de protections sociales et d'un droit à la retraite. Mais dans le même temps, les accrochages entre les deux mondes sont fréquents. En fait, les autorités locales et la loi s'attaquent à ces secteurs. Ils ne veulent pas de... Il s'agit souvent de citoyens qui disent « pas chez moi ». Donc ils ne veulent pas du commerce officieux à leur porte, ni de la manufacture informelle, etc. La concurrence entre les salariés légaux et informels, un problème que le racisme contribue à envenimer. Il y a en Afrique du Sud 1,5 million d'immigrés zimbabwéens. Pour une large partie, leurs seules ressources dépendent du secteur informel. Vendeurs ambulants, marchands, souvent ils créent leur propre activité et envoient une grande partie de leurs bénéfices dans leur pays d'origine. Ceux qui sont originaires de l'Afrique du Sud sont moins sous pression, je pense, car ils sont chez eux. Mais nous devons plus nous battre parce que nos familles vivent loin d'ici et ils comptent sur nous pour qu'on fasse quelque chose pour eux. Et je pense que cela fait une différence. Comme tout le continent, l'Afrique du Sud se trouve en face d'un problème épineux que son développement économique n'a pas suffi à endiguer. S'il n'augmente pas les recettes de l'État, le secteur informel contribue à absorber l'afflux de travailleurs. Pour une majorité d'observateurs, résorber l'activité informelle passe par une intégration plus poussée au sein de la société. À Johannesburg, plusieurs ONG fournissent des cours d'alphabétisation mais aussi de management aux travailleurs illégaux. Une aide qui doit leur permettre de disposer d'un revenu plus régulier et de trouver leur place dans le tissu social sud-africain. On va un peu plus loin, piquer même de la main-d'œuvre au secteur dit formel. Je veux dire que la puissance a atteint des proportions là-bas. A-t-on vraiment raison de s'inquiéter de l'émergence ou encore des proportions que prend ce secteur-là? A-t-on vraiment des raisons de s'alarmer avant? Bon, oui. Parce qu'il faut reconnaître que tous les investissements de l'État profitent aux populations, à tout le monde. Voilà. Donc plus l'État s'écroule, plus nous aussi on a des problèmes. Donc il faut que chacun d'entre nous puisse contribuer au développement de la nation. C'est vrai que notre théorie la plus simple, c'est qu'il faut pouvoir avoir à manger, dormir et puis... certains appellent le secteur informel le secteur de la survie. Voilà. Pour ne pas mourir de faim. Moi, je pense que nos États doivent s'activer et puis utiliser cette force-là pour être un avantage pour le développement. On a eu à en parler ici sur ce plateau. Des efforts sont faits, en tout cas de part et d'autre, surtout les ministères concernés, pour que rapidement chacun rentre en possession d'un numéro matricule et aussi des différents documents qui entrent dans le sens de la légalisation. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la communication. La dame l'a dit tout de suite. Dans le secteur informel, il faut reconnaître qu'il y a plus de 60% d'illettrés. Et donc, il faudrait qu'on arrête aussi de trop communiquer en gros français. C'est vrai, parce que souvent, on invite les gens du secteur informel dans des forums
où le gars, il est en cravate, il utilise des thèmes que lui seul comprend. Et tout le monde applaudit. Il faudrait qu'on commence à communiquer dans nos langues parce que c'est important. Au Mali, par exemple, l'expérience a été en train d'être mise en œuvre dans les villages. Ils utilisent la langue bambara pour apprendre la comptabilité aux gens pour qu'ils puissent faire la gestion de leurs entreprises ou commerces. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Patrick, dernière intervention. Tout à l'heure, Seydina aura le dernier mot. Alors, voici un internaute qui est vraiment très réactif sur la question depuis hier. Tano Moro est cette fois-ci dans le comment. Il nous dit « L'économie informelle en Afrique a besoin d'aide, mais il faut passer par une identification des activités et connaître le nombre de personnes qui y évoluent, car l'incapacité des économies à créer le nombre d'emplois nécessaires pour absorber la main-d'œuvre constitue l'une des causes de l'expansion de l'économie non formelle. En plus des analphabètes, des gens instruits en attente d'un emploi et des licenciés d'entreprise trouvent refuge dans le secteur informel. Les employeurs et les travailleurs auront donc des responsabilités importantes dans la réussite de la mise en œuvre de politiques et stratégies permettant à l'économie informelle d'atteindre ses objectifs, notamment la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté et l'extension de la couverture sociale pour tous. Voici la dernière réaction d'aujourd'hui de la part de M. Wilfried Baudouin qui pose un problème. Il nous dit « Aujourd'hui, le secteur informel constitue, ma foi, 40% de l'emploi en Côte d'Ivoire, par exemple, et c'est bien de vouloir passer vers le formel. Mais le hic, c'est comment y arriver quand on sait que, par exemple, l'Ivoirien moyen vit avec moins $1 par jour. C'est bien d'être un pays émergent, mais il faut aussi savoir que les gens n'ont pas les moyens. Je donne un exemple. Quand je dois payer 40 000 francs par mois et que je n'arrive même pas à vendre plus que ça, comment faire ? Autant de questions. Notre souhait, c'est que toutes ces interrogations trouvent des réponses claires et nettes. Seydina, on va terminer avec vous pour le sujet de cette semaine. Hein. Bien. Pour moi, ce n'est pas une situation inquiétante, hein, comme Diop l'a dit. C'est une situation qui donne de la matière. Il n'y a pas de développement sans matière. Nous avons de la matière. Donc, oui, nous avons de la matière. C'est-à-dire que l'État, que ce soit l'État, que ce soit nous, que ce soit les investisseurs, que ce soit les entrepreneurs, les idées sont là. Il faut qu'ils créent des théories pour aller vers ces personnes-là, pour pouvoir essayer de développer le secteur. Parce que ne pensons pas seulement aux caisses de l'État, non. L'État en plein dans ses caisses depuis longtemps, mais jusqu'à preuve du contraire, l'État n'arrive pas à absorber tous les demandeurs d'emploi. Alors donc, c'est un secteur à encourager, maintenant à chercher à moderniser, voilà, en les éduquant. En les éduquant, les formant. En tout cas, aller à l'information, les structures existent et les portes sont ouvertes. Vous pouvez tout le temps être le meilleur dans votre secteur d'activité. Sortir de l'argent pour le bien de votre secteur, surtout concernant la fiscalité, c'est en gagner. Voilà, on se donne rendez-vous demain. On parlera des cultures avec Bidefel. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly et toute une équipe de télévision qui l'a accompagné dans cette tâche. La signature, vous la connaissez dans la vie. Si la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. À demain. Persévérer, ne jamais